Donc, comme j'avais dit, je vous propose un petit midday pour se changer les idées et se préparer aux vacances. Donc, on va d'abord voir l'éclipse, puisque quand on est arrivé au Mexique, c'est la première chose qu'on a fait. Et puis ensuite, je vous montrerai un peu les sites archéologiques précolombiens qu'on a pu visiter, et puis d'autres choses intéressantes en lien avec la culture, les lieux, l'artisanat, la gastronomie et tout ça. Alors, l'éclipse, c'est ce qui a motivé le voyage. Bon, vous savez que je m'intéresse au sujet depuis très longtemps et que j'ai fait déjà plusieurs éclipses. Et donc celle-ci du 8 avril 2024 avait lieu sur le continent américain, nord-américain. Donc avec une bande de totalité qui fait à peu près 200 km de large, donc l'ombre de la Lune, du coup, arrivait depuis le Pacifique, hein, donc ça faisait un long trajet au milieu du Pacifique, donc là où quasiment personne n'a pu voir l'éclipse, et est arrivé sur la côte ouest du Mexique, en montant en diagonale, et ensuite a traversé une grande partie des États-Unis, notamment les zones les plus peuplées. Donc c'est un événement majeur pour le continent, et notamment parce que les Américains étaient sensibilisés à la question, puisqu'en 2017 déjà, il y avait une éclipse qui avait traversé, mais carrément dans l'autre sens. Et donc, il y a des dizaines de millions d'Américains qui étaient motivés pour aller voir l'éclipse. Donc la grosse question, quand on a commencé à préparer l'éclipse, c'était de savoir où aller. Parce que bon, une éclipse, ça se prépare 2 à 3 ans à l'avance. Parce que où que ça se passe, ça déplace des foules. Et donc forcément, j'ai un problème, mais ça décroche régulièrement. J'ai mon PC qui commence à faiblir. Donc il faut prévoir à l'avance les endroits pour pouvoir réserver, les avions, les hôtels, etc. En 2017, j'avais prévu de faire le voyage, d'organiser le voyage par moi-même. Et 4 ans avant, tous les hôtels étaient réservés. Sur la zone, alors il restait des campings à 700 balles la nuit. Donc la solution, c'est de passer par des agences spécialisées dans les voyages astronomiques, qui font des éclipses, qui font des aurores boréales, etc. Et donc cette fois-ci, comme en 2017, je suis passé avec une agence qui s'appelle Chasseurs d'éclipses, et qui elle-même travaille avec des agences locales et qui réserve des poules de chambres à l'avance. Donc c'est un peu le seul moyen. Et puis par ailleurs, faire un voyage tout seul au Mexique quand on n'est pas forcément très connaisseur du coin, c'est un peu compliqué, donc il vaut mieux être encadré. Donc voilà. Alors pourquoi le Mexique ? En fait, on a étudié les cartes climatiques qui montrent qu'à cette période-là, la répartition des nuages, les risques, les probabilités de beau temps, de mauvais temps ne sont pas répartis également. Et donc tout ce qui est bleu, c'est favorable, tout ce qui est rouge, c'est défavorable. Donc a priori, la trajectoire nous amenait plutôt vers le sud, donc soit au Texas, soit au Mexique. Donc on a choisi le Mexique. Et donc la petite ville de Mazatlan, qui est la première ville touchée par l'ombre. Alors ça, c'est la théorie, c'est le modèle climatique. Après, il y a la réalité de la météo journalière. Et le jour de l'éclipse, si on superpose les nuages et la trajectoire de l'éclipse, comme par hasard, il y avait une longue bande de nuages le long de la trajectoire qui s'était installée déjà 2 jours avant. Et c'était la panique totale aux États-Unis. Sur les réseaux, ça envoyait des milliers de messages pour savoir où aller, etc. Et donc, la zone nord, le jour de l'éclipse, était plutôt favorable. Bon, le Mexique, ça allait, mais la veille, c'était très nuageux quand même. Voilà, quand on fait un voyage au bout du monde, et puis juste, c'est pour 4 minutes 10. Hein. Donc, c'est un peu dommage d'avoir un gros nuage en plein milieu. Donc, il y a plein de gens aux États-Unis qui ont fait le trajet la veille pour essayer de remonter au nord. Mais c'était très compliqué.
Le Texas, il y a eu les 2 jours avant, il y a eu des tempêtes. Enfin, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et donc nous, on est arrivé sur zone. Alors c'était compliqué parce que donc on s'est tapé le voyage jusqu'à Mexico, 12 heures d'avion. Arrivé à Mexico, on a pris un bus, 6 heures de bus, une étape à Guadalajara. Le lendemain, 7 heures de bus. Pour arriver sur place à temps, évidemment. Tout simplement parce que notre deuxième avion a été annulé. Et donc, on a dû faire le trajet en bus. Et donc, on est arrivé la veille, après-midi, et on a parcouru un peu toute la zone là, pour essayer de trouver des sites où on pourrait s'installer, parce qu'on débarque pas comme ça n'importe où. On était 25 avec du matériel. Et puis c'est du matériel, faut pas s'installer n'importe où non plus, quoi. Faut pas se faire dépouiller. Et puis donc on a cherché. Donc là, on était à l'hôtel juste au nord de Mazatlan. Et la ligne de totalité, vous voyez, de centralité, elle passait à 20 km plus bas. En fait, on était exactement à 30 km de la ligne, donc on avait regardé éventuellement d'aller pile sur la ligne de centralité, et au final, il n'y avait rien qui était vraiment évident. En plus, les prévisions météo étaient très contradictoires, donc parce qu'on regardait est-ce qu'il va faire beau plutôt au nord, plutôt au sud. Enfin, quand on regarde la carte précédente, là, il y a une route là qui monte à Durango. Et donc, il y avait plusieurs groupes. Hein. On était 25, mais il y avait d'autres groupes organisés. Donc, il y en a un qui est parti vers Durango. C'est des routes de montagne. Il faut savoir que Durango, c'est à 2000 mètres d'altitude. Et nous, on était au niveau de la mer. Et en fait, le groupe, ils ont pris une petite route de montagne. Il y a eu un accident qui a bloqué la route. Et donc, ils ont dû s'improviser sur le bord de la 4 voies. Donc voilà, ça c'est les risques inhérents aux éclipses. Donc là où on était finalement, on a décidé de rester près de l'hôtel, au bord de la plage. On a accepté de perdre 15 secondes de totalité. Mais bon, 4 minutes 10, c'est quand même pas mal. Il faut savoir qu'en 2017, c'était 2 minutes 10, je crois. Que l'année dernière, ceux qui sont allés en Australie, ils avaient 56 secondes de totalité. Donc voilà, bon. Donc le jour même, à 7 heures du matin, on avait ce temps-là, plutôt favorable par rapport à ce qu'on avait vécu la veille. Un petit voile de nuages. Alors, dans ces cas-là, au bord de la mer, on ne sait pas s'il va y avoir des rentrées maritimes ou si ça va se dégager. Bon, de toute façon, on n'y peut rien, donc il faut faire avec. Donc on avait surveillé les horaires de marée, parce qu'en fait on avait repéré un terrain vague à 100 mètres de l'hôtel qui était au bord de la plage, où on pouvait s'installer de façon sûre, sauf que le seul accès c'était par la plage. Et en fait, là, de la photo, en fait il y a un mur qui est juste là, et donc 1 heure ou 2 avant, les vagues allaient carrément sur le mur, donc on n'aurait pas pu passer avec le matériel. C'était en phase descendante, donc c'était plutôt pas mal. On s'est installé sur ce terrain vague là, qui est un futur site de construction d'immeubles ou d'hôtels. On était pas mal parce que de là où je prends la photo, derrière c'était grillagé, donc il n'y avait pas d'accès depuis l'avenue. Donc on était tranquille, parce que le risque c'est d'avoir de la foule qui vient mettre son nez autour. On était un petit peu à l'écart du centre-ville, parce qu'au centre-ville, il y avait un gros événement qui était prévu, il y avait des représentants de la NASA qui étaient sur place, il y avait une retransmission en direct, donc il y avait des dizaines de milliers de personnes. Mais là, on était vraiment bien tranquille. Et donc, dans notre petit groupe, il y en a pas mal qui sont venus avec du matos. Donc moi, je suis venu avec 12 kilos de matériel, le trépied, la lunette astronomique, avec le filtre solaire évidemment, l'appareil photo, enfin tous les accessoires qu'il faut. Une monture équatoriale qui permet de suivre de compenser la rotation de la Terre et de maintenir le cap pointé sur le Soleil. Voilà, donc j'ai amené tout ce matériel pour les 4 minutes de l'éclipse et que j'ai trimballé ensuite pendant 15 jours.
Voilà, donc il y en avait d'autres qui étaient aussi pas mal équipés, donc matériel photo, matériel astro. Celui qui est au centre, en jaune, c'est un grand spécialiste, Thierry Legault, c'est un Français de réputation mondiale et qui est venu avec une lunette solaire spécifique qui permet de voir les protubérances. Donc on était voilà une dizaine ou une douzaine à avoir du matériel prévu pour l'éclipse. Et puis il y en a d'autres qui sont venus juste pour en profiter à l'œil avec les petites lunettes d'éclipse. Il y en a qui ont passé l'éclipse au bord de la piscine de l'hôtel. Voilà. Chacun son mood. Alors, dans une éclipse, il y a un timing qui est très serré, hein, parce que 2 minutes, 4 minutes, tout ça, ça passe vite. Donc, il y a ce qu'on appelle le premier contact, qui est donc la Lune. Vous savez que la Lune, elle parcourt le ciel d'ouest en est, et puis, normalement, à chaque nouvelle Lune, elle passe en direction du Soleil. Mais des fois, elle passe au-dessus, en dessous. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'éclipse à chaque fois. Seulement à certains moments, quand les nœuds des deux orbites coïncident, la Lune passe devant le Soleil. Donc il y a un moment qui s'appelle le premier contact, qui est le moment où le bord de la Lune commence à être visible sur le bord du Soleil. Donc ça signe le début de l'éclipse. Alors au début, évidemment, le Soleil est toujours visible, donc c'est ce qu'on appelle l'éclipse partielle. Ensuite, on a le moment où ça vient toucher le deuxième bord, et donc là, on est sur donc le deuxième contact, on est sur le début de l'éclipse totale. Alors, à condition que la Lune soit plus grosse que le Soleil. La distance de la Terre à la Lune, j'espère que ça ne va pas décrocher trop souvent, la distance de la Terre à la Lune varie. Donc des fois, la Lune, elle est plus loin, elle est plus petite. Et puis des fois, elle est plus proche, elle est plus grosse. Et donc, quand elle est plus proche, ça éclipse le Soleil plus longtemps, parce que c'est ce qu'on voit, hein, là, il y a un peu de marge à droite. Et donc, ça va faire une éclipse longue. En octobre 2023, il y avait une éclipse annulaire que je suis allé voir à Houston. Là, c'était la Lune qui était plus petite. Donc en fait, elle passe devant le Soleil, mais à un moment donné, au moment de la totalité, il reste un anneau de lumière tout autour, ce qu'on appelle les éclipses annulaires. C'est complètement autre chose, ça n'a rien à voir avec une éclipse totale, mais c'est intéressant aussi. Donc voilà, et puis les éclipses partielles, comme celle qu'on avait vue il y a quelques années quand j'avais apporté le télescope ici, bah c'est juste que la Lune, elle passe un petit peu en dessous, donc elle masque localement le Soleil, mais ça va pas jusqu'à la totalité. Donc il y a ces instants qui sont super importants. Il faut se synchroniser, il faut tenir compte du décalage horaire, du fuseau. Hein, faut savoir qu'il y a 3 fuseaux au Mexique, donc il faut pas se gourer dans les calculs. Et puis après, bah, la Lune, elle s'éloigne, et puis à un moment donné, il y a le 4e contact, c'est la fin de l'éclipse. Donc 4 minutes 27 sur la ligne de centralité de totalité à Mazatlan. C'était un peu moins si on remonte vers le Canada. Pour une phase partielle qui dure à peu près 2h40. Donc voilà. Donc quand on arrive au début de l'éclipse, on commence, alors pas pile à l'heure, mais pour qu'on la voie, il faut attendre une minute ou deux. On commence à voir une petite entaille sur le bord du Soleil. Donc ça, c'est pris, c'est le moment où il faut évidemment les lunettes de protection solaire et un filtre solaire sur l'appareil, sinon on grille direct le capteur, hein, c'est un dixième de seconde et vous cramez l'appareil photo. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on a des taches solaires, hein, c'est des éruptions qui sont un tout petit peu plus froides que le reste de la surface du Soleil, donc elles apparaissent sombres. Bon, en réalité, c'est quand même très lumineux, mais c'est moins lumineux que ce qu'il y a autour. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça permet de faire la mise au point. Parce que c'est des petits détails qui permettent de savoir si on est bien mis au point. Bon, là, il n'y avait pas énormément de tâches. Pourtant, on est dans une période d'activité solaire importante, mais bon. S'il n'y a pas de tâches, on peut faire la mise au point sur le bord du Soleil, mais c'est un tout petit peu moins précis. Donc là, le bord sombre de la Lune va progressivement s'avancer.
Au bout d'un moment, on commence à vraiment bien voir que le soleil est occulté. Donc, c'est progressif. Alors, ce qui est compliqué avec les appareils photo, les caméras, les smartphones, c'est qu'il y a une compensation de lumière. Donc, sur les appareils photo, on peut se mettre en manuel, mais sur un smartphone, une GoPro, etc., tout est compensé, la balance des blancs est retravaillée. Donc, en fait, c'est compliqué de capter l'ambiance, la luminosité qui baisse, les couleurs qui changent. Et quand on arrive à un moment comme ça, on sent nettement la baisse de luminosité. Quand on prend une photo, c'est pas tellement visible. Et non plus, ça devient sombre là où on est, mais en réalité, on a une espèce de coucher de soleil tout autour, parce que à l'extérieur de la zone, c'est lumineux. Enfin, c'est un jour un peu, oui, normal. Donc, il faut arriver à régler ces appareils pour capter ça, quoi. Donc là, la tension commence à monter. On entend des gens commencer à crier, à se préparer. Il y en a qui font des décomptes. C'est vrai que c'est un événement, quoi. Et puis, juste au moment où ça va complètement occulter le soleil, vous savez que la Lune, il y a des montagnes, il y a des cratères, etc. Il y a un relief qui est un peu tourmenté. Et donc, il se passe que la lumière arrive à passer encore à certains endroits qui sont des vallées. Et donc, on a un spot lumineux à un endroit donné, alors que la totalité a commencé sur le reste. C'est ce qu'on appelle le diamant. Ça fait comme, imaginez une bague avec un anneau et puis un diamant au-dessus, quoi. Et ça, c'est un moment qui est intéressant à capter, qui est pas forcément facile parce que c'est fugitif. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand on commence à voir donc la couronne solaire, qui normalement n'est pas visible parce que le disque solaire est extrêmement brillant, donc ça nous éblouit et on ne peut pas voir le reste, sauf avoir des appareils spéciaux comme les coronographes qui font une sorte de masquage du milieu. Mais là, c'est un masquage naturel. Et donc, on voit apparaître des petites taches rouges autour, là, c'est des protubérances, c'est des grandes flammes à la surface du soleil qu'on voit par le côté, sachant que quand c'est vu de face, c'est les taches solaires. Et puis la luminosité de la photosphère qu'on voit à l'extérieur, qui est elle aussi irrégulière, il peut y avoir des jets, etc. Et en faisant varier le temps de pause, on arrive à faire ressortir certains détails plus ou moins intéressants. Donc, pendant 4 minutes, il faut jongler avec les réglages, il faut s'amuser à faire des photos à différents temps de pause ou différents réglages, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis forcément, il y a des erreurs. C'est pas ma première éclipse, mais pendant 30 secondes, j'ai fait des photos j'avais oublié d'enlever le filtre, parce que au moment de la totalité, la luminosité redevient normale. Donc il faut enlever le filtre pour faire des photos, et on peut enlever les lunettes solaires pour regarder en direct. Donc j'ai perdu 30 secondes. Et puis derrière, j'ai pas fait gaffe, mais après coup, je me suis rendu compte que j'avais un délai de 2 secondes avant chaque photo que j'avais utilisé pour faire mes réglages pour éviter les vibrations. Donc j'ai pas fait tant de photos pendant la totalité, là où j'aurais dû en faire 3 ou 4 fois plus. Mais bon, ça permet quand même de voir ces fameuses flammes, c'est ce qui s'appelle des protubérances. Alors, la hauteur de la flamme, là, c'est à peu près 20 fois le diamètre de la Terre. Pour donner une échelle. Et donc, on aperçoit quand même les structures de la photosphère qui sont... Il y a des jets, parfois. Voilà, puis l'autre qui était très impressionnante, celle-là était visible à l'œil nu. Donc, simplement en regardant... alors, j'avais apporté des jumelles pour essayer de les voir, puis... comme je disais, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses à faire que j'ai pas pu en profiter. Et puis quand on pousse l'exposition un peu plus loin, on fait apparaître la couronne élargie. Mais comme vous avez vu, le ciel était quand même un petit peu voilé. Il y avait une petite gaze de nuages par-dessus qui évoluait aussi. Et donc ça nous a empêché de voir la couronne lointaine.
Mais on a quand même vu l'éclipse, donc on était content. Donc voilà, il y en a qui ont... J'ai piqué des photos là, de collègues qui étaient avec moi. Donc ça permet de voir, on voit hein, que la couronne n'est pas régulière. Et puis j'ai mis une photo à haute résolution qui a été faite par Christian Villadrich, qui était avec moi dans le groupe en 2017 et qu'on a croisé dans l'avion, mais il était dans un autre groupe, donc on s'est pas vu pendant le séjour. C'est un grand spécialiste des photos du soleil. Donc là, c'est une sorte de gradient des photos qui permet de faire ressortir les structures de la couronne. Et donc, on retrouve un peu les protubérances. Et puis, ça met en évidence les jets, ce qu'on appelle le vent solaire, c'est des jets de particules qui sont envoyés dans l'espace. Et ces jets-là, quand ils arrivent vers la Terre, c'est ce qui provoque les aurores boréales. C'est les flux de particules chargées qui arrivent au pôle et qui sont guidées par les lignes de champ magnétique. Donc voilà, c'est quand même des photos assez techniques à faire. Alors, ça c'est une petite petit fil que j'ai fait. Donc là, on a un assombrissement au moment de la totalité. Il y a la température qui baisse. On peut avoir jusqu'à 10 degrés de perte de température. Donc là, on aperçoit alors la couronne est un peu surex parce que l'appareil y compense. Donc là, c'est le début. J'ai coupé pour la fin. Hein, on voit les petits nuages qui passent devant là, donc c'est. Oui. On entend l'appareil photo. Et puis donc à un moment donné, il va y avoir le bord éclairé du soleil qui revient. Voilà. Et donc c'est le moment, il faut remettre les lunettes solaires, puis il faut remettre le filtre sur l'appareil photo. Voilà. Et donc ensuite, suite à ça, il y a la deuxième partie de la phase partielle, le moment où la Lune s'éloigne du Soleil. Et bon, curieusement, la phase partielle qui suit la totalité, elle est nettement moins intéressante. Enfin, ouais, le diamant de fin. Et puis, donc je vous disais qu'il y avait un des participants qui avait amené une lunette solaire. Donc ça prend le soleil avec un filtre qui isole la raie H-alpha, hydrogène alpha. Vous savez que le soleil est constitué essentiellement d'hydrogène et un tout petit peu d'hélium. Et donc ça permet de voir des détails à la surface. Donc là, on voit là où il y avait la tache solaire au milieu, là, en fait, on se rend compte que c'est un complexe donc il y a des arches au-dessus, il y a des particules lumineuses, etc. Donc la surface du Soleil, c'est loin d'être quelque chose de très calme. Voilà. Un petit souvenir. Une question sur la surface du Soleil, il y a des paramètres de la surface. Ça nous a calculé la fonction de la complexité. Il y a des indices qui comptent le nombre de tâches qui permettent justement de suivre l'activité du Soleil, parce qu'il y a un cycle de 11 ans à peu près. Donc là, en 2024 et 2025, on arrive au sommet de la courbe, on est en phase d'activité maxi. Il y a un paramètre normalisé qui la communauté comprend. À part le comptage des nombres de tâches, oui. Le reste, non. Alors, il faut savoir que ce qu'on voit, là, l'image que j'ai montrée, ça évolue dans le temps. C'est-à-dire que tu regardes 10 minutes après, ça a déjà un peu bougé. Donc, c'est pas du statique, c'est de l'évolutif.
Voilà, alors quand l'éclipse s'est terminée, on a repris le bus, on s'est retapé 6 heures dans l'autre sens pour revenir à Mexico. Et puis là, enfin, le voyage a commencé, le voyage touristique a commencé, on va dire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en s'arrêtant sur une aire d'autoroute sur le retour, le lendemain, eh ben, on a vu le fin croissant de lune du premier jour, hein, parce que on avait eu la nouvelle lune, et puis là, c'était le croissant. Et comme on est bas en latitude, ben, en fait, la trajectoire de la lune, elle passe quasiment au zénith. Et donc, le croissant, au coucher de soleil, il est horizontal. Et donc nous, on n'a pas l'habitude, hein, c'est plutôt incliné. Et c'est une symbolique qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres d'art et de stèles précolombiennes où on voit le petit croissant horizontal comme ça. Ah, puis quand on zoome, on aperçoit voilà, quand on zoome, on aperçoit le disque lunaire, qui en fait c'est la zone non éclairée de la Lune, mais qui est éclairée par le clair de terre qui est en face. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Oui, donc je vais vous montrer juste après. Donc voilà, donc là on entre dans la deuxième partie où je vais vous montrer un peu les sites intéressants qu'on a pu visiter. Si le PC veut bien. Donc on avait la pression de l'éclipse qui était derrière nous, et maintenant on pouvait vraiment profiter du voyage. Alors bon, on a visité plein d'églises, j'en ai pas montré beaucoup, mais on a surtout visité des sites précolombiens. Alors on était à Mazatlan, et il fallait aller à Cancun, parce que c'était là où on reprenait l'avion pour revenir en Europe. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le Mexique, c'est quand même grand. 4500 km d'est en ouest, 3 fuseaux horaires, et des zones montagneuses. Donc quand on fait du bus, on s'en souvient. Et donc on a fait ce petit périple avec pas mal d'étapes entre les deux. Des étapes diverses et variées. Le programme était vraiment bien. Et certes, on a fait beaucoup de bus, c'était fatigant, mais franchement, c'est un voyage qu'on ne regrette pas, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner, mais c'est quand même un voyage à faire. Et puis surtout, on a découvert un pays qui est génial, des gens adorables. Je dis pas ça pour... Alors justement, les histoires de latitude, donc le Mexique, on sait qu'il y a une grosse frontière avec les États-Unis, ça a été suffisamment popularisé par Trump. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au sud, il y a une frontière avec le Belize et avec le Guatemala. Et j'ai inclus aussi le Honduras parce que ça fait partie de la zone de population des Mayas qu'on verra beaucoup tout à l'heure. Et donc, c'est coupé au milieu par le tropique du Cancer. Donc, ça veut dire que toute la zone en dessous, c'est tropical. Donc, vous voyez, latitude 32 au nord, c'est à peu près la latitude de Marrakech. Donc, c'est déjà très au sud. Et puis, la latitude 14, c'est la latitude de Dakar au Sénégal. Donc, voilà, on est quand même sérieusement bas. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire le tropique du Cancer? Vous savez que la Terre a un axe incliné de à peu près 23,5 degrés. Et donc, visuellement, le Soleil se déplace autour de l'équateur céleste, du tropique du Cancer au nord, au tropique du Capricorne au sud. Et donc, cette hauteur du Soleil, ça nous donne les saisons. Et ça fait que, quand on est dans la zone tropicale, il y a des moments dans l'année où le Soleil passe au zénith, voire passe plus au nord, et donc ça a des conséquences qu'on verra après. Une des conséquences, c'est que tu chopes des coups de soleil assez facilement, quoi. Alors, une des premières choses, puisqu'on était revenu à Mexico,
On n'a pas eu l'occasion de rester très longtemps, malheureusement, parce qu'à cause de l'avion qui était annulé, on a perdu 2 jours à faire du bus. Mais on a quand même été visiter Santa Maria de Guadalupe, qui est un des sites majeurs de pèlerinage catholique au Mexique. Hein. Les Espagnols ont répandu la religion catholique. Mais ce qui est intéressant au Mexique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un syncrétisme, c'est-à-dire qu'il y a une fusion intéressante entre les traditions des peuples qui étaient là depuis très longtemps et ce qu'ont apporté les Espagnols. Et donc, il y a des endroits, on a visité des églises où il y avait donc, des églises catholiques avec tous les dispositifs habituels qu'on connaît, et des choses qui viennent des traditions des peuples, donc des sacrifices de poulets, enfin voilà, il y a des choses très intéressantes à voir. Alors j'ai pas tout mis parce que j'aurais fait 5 heures de présentation, mais donc toujours est-il que on dit qu'il y a eu une apparition de la Vierge en 1531 au Mexique, qui a été vue par des jeunes agriculteurs ou des éleveurs, je sais plus, enfin un peu comme à Fatima, et que ça a été reconnu ensuite par l'Église catholique, et donc ce site est devenu un site de pèlerinage majeur, je suppose que tu connais. La basilique de Guadalupe, c'est la basilique la plus visitée. Après, la première, c'est la basilique de Saint-Pierre À Rome. À Rome, et après aussi. Ouais. Et donc, il y a 5 basiliques sur le site, et notamment cette église très moderne qui peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes lors des pèlerinages, et qui expose la tunique de l'un des témoins de l'apparition de la Vierge. Donc, tout est fort. Donc on voit l'église moderne. À côté, il y a une église plus ancienne, et vous voyez qu'elle n'est pas tellement droite, parce qu'il y a eu des tremblements de terre, dont un récemment, en 2017, je crois, qui a fait pas mal de dégâts un peu partout au Mexique, notamment dans la zone de Mexico. Et donc, cette église-là, elle est carrément penchée, quoi. C'est un peu comme la tour de Pise. Il y en a encore une autre à côté, il y en a une sur la colline. Et puis moi, je me suis surtout intéressé à ce petit monument qui est moderne, hein, qui date des années 90, je crois, et sur lesquels, quand je suis arrivé par l'autre côté, j'ai intuité qu'il y avait un cadran solaire, je ne savais pas. Et effectivement, il y avait un très beau cadran solaire. Et vous remarquez qu'il n'est pas vertical. Parce qu'on est à 19 degrés de latitude, et à 19 degrés, ça veut dire qu'il y a, en été, il y a un moment où le soleil passe derrière le mur. Donc s'il avait été vertical, il n'aurait pas pu donner l'heure. Donc ils l'ont judicieusement incliné pour qu'il puisse fonctionner toute l'année. Donc ça, c'est... Est-ce qu'il est conçu avec un bon logiciel? Je ne sais pas, celui-là. Il est relativement récent, mais voilà, 90, c'était peut-être un peu tôt. Mais voilà, il est intéressant, en tout cas, dans son tracé. Sur le pied du monument, il y avait une horloge astrolabique. Donc ça, c'est intéressant. Alors malheureusement, elle ne fonctionnait pas, parce que il y a une aiguille qui donne la position du soleil, une autre qui donne la position de la lune, et puis l'aiguille noire montre en fait la position des nœuds de croisement de la Lune et du Soleil, enfin, de la Lune et de la Terre en réalité. Et quand les deux coïncident, ça correspond à une éclipse. Et justement, on venait de sortir d'une éclipse, donc normalement, les aiguilles auraient dû être alignées. Mais comme ça fonctionnait pas, on n'a pas pu le voir. Mais si vous allez à Strasbourg, à la cathédrale, pour voir l'horloge astronomique, il y a des moments où vous pouvez voir l'alignement et savoir qu'à un endroit donné sur Terre, il y a une éclipse.
Alors de l'autre côté du cadran, il y avait un grand monument, un grand calendrier maya. Hein, Aztèque. celui-là, c'est maya. Non, c'est l'Aztèque. C'est sûr? Ouais. Parce que j'ai vérifié l'iconographie. J'ai vu que il y a des sites qui mentionnent Aztèque, mais je sais pas. D'ailleurs, Paris. On va vérifier. Alors, toujours est-il que les Aztèques et les Mayas ont partagé un certain nombre de principes Ah oui. sur les calendriers, même si les Aztèques étaient basés sur une base 13 et les Mayas une base 20. Mais bon, alors c'est peut-être Aztèque, je sais pas, on vérifiera. Donc les Mayas ils sont connus pour leur connaissance astronomique et donc en lien avec les calendriers. Et ils avaient des connaissances qui étaient impressionnantes parce que le calendrier maya, je vais parler du maya, il est basé sur le nombre 819, donc 819 jours. Et en fait, ils ont réussi à déterminer que les périodes de rotation des planètes visibles à l'œil nu étaient toutes un multiple de 819. Ce qui est quand même assez balèze. Hein. Donc, par exemple, on a 7 cycles de la rotation de Mercure qui font 819 jours, 21 cycles de la rotation de Mars qui font 16 380 jours, qui est en fait 20 fois 819. Voilà, toutes les planètes ont un multiple de 819, donc un multiple de rotation qui est égal à un multiple de 819. Et en fait, c'est tout simplement une décomposition en fractions rationnelles. Ils ont découvert la décomposition en fractions rationnelles, qui est utilisée également dans les horloges astronomiques, parce que pour pouvoir simuler le mouvement des planètes avec des roues dentées, eh bien, il faut faire des ratios fractionnaires qui approximent la valeur exacte de la rotation de tel astre. Et donc, si je dis 7 cycles font 819 jours, on peut imaginer qu'il y a une roue qui a 7 dents, enfin, ou un multiple de 7 dents, et puis une autre qui a 800 dents. Voilà. Et on a découvert qu'assez récemment la signification des calendriers mayas. Il a fallu se creuser un peu la tête, parce que les Espagnols avaient éradiqué un peu toute la littérature écrite des Mayas. Voilà, puis il y avait encore une autre horloge de l'autre côté, avec une carte du ciel et des symboles. Alors ça, j'ai pas trouvé de référence, pas trouvé de source, mais certainement des références aztèques ou mayas. Donc, vous voyez, c'est un site qui est éminemment catholique, mais vous avez des éléments de la tradition précolombienne. Alors, en parlant de sites précolombiens, il y en a. On estime qu'il y a à peu près 13 000 sites, enfin 13 000 monuments précolombiens au Mexique, dont à peu près 1% ont été fouillés et dégagés. Il y en a qu'on a détectés simplement dans la forêt. On sait qu'il y en a, mais personne n'est allé les voir, ou tout du moins, ça n'a pas été exploré. Et puis les techniques de lidar aéroporté, depuis quelques années, ça permet des découvertes incroyables, quoi. Et donc vous voyez, il y a la liste un peu des populations. Donc évidemment, au cours des millénaires, il y a eu des populations qui se sont succédées. Ça donne à peu près ça. Hein. Enfin, les Mayas ont une origine très très ancienne, plus de 3000 ans. Mais la période vraiment classique des Mayas, c'est à peu près moins 200 jusqu'à 900. Et ils ont cohabité avec d'autres populations comme les Zapotèques, et puis le peuple qui s'était basé à Teotihuacan, qu'on va voir après. Et ils ont périclité avant l'arrivée des Espagnols. Ils se sont dispersés principalement pour des raisons climatiques et pour des raisons de guerre entre ethnies dans le Yucatan. Donc, le premier site qu'on a visité était pas très loin de Mexico, Teotihuacan, qui est l'un des sites majeurs de l'histoire précolombienne au Mexique, qui a été vraiment superbement dégagé. La plupart des sites, quand on voit des photos avant qu'on les dégage, vous voyez de la végétation, vous voyez des collines avec des arbres.
Et c'est seulement à partir du début du XXe siècle que certains explorateurs se sont rendus compte qu'il y avait, et puis en étudiant aussi certains écrits, notamment les témoignages des Espagnols, les conquistadors, ils ont su qu'il y a des collines qui étaient en fait des pyramides. Donc là, on a une très large esplanade avec une pyramide qui s'appelle la pyramide de la Lune, qui vient de s'éclipser. Voilà. Donc c'est une pyramide qui fait 45 mètres de haut, je crois. Et donc la cité a été peuplée par les Nahuatl, qui était un peuple qui a beaucoup colonisé la région de Mexico, puis un peu plus au nord. Et cette cité, on dit qu'il y a eu jusqu'à 200 000 habitants. Donc ce qu'on voit, les pyramides et puis les constructions sur le côté, c'était un peu les choses qui servaient à la fois aux cérémonies, mais également au commerce. C'était les petites plateformes sur le côté, ça servait un peu de marché, quoi. Et on sait que les Nahuatl de Teotihuacan faisaient du commerce avec les Mayas, avec les gens qui étaient au Guatemala, etc. Parce qu'on a retrouvé des pierres qui n'existent pas au Mexique et qui existent plus bas en Amérique du Sud, par exemple. Donc, belle pyramide. Alors, la plupart des pyramides au Mexique sont à degrés, hein, plusieurs étages comme ça, et toujours des grands escaliers, soit d'un côté, soit sur plusieurs faces, et des escaliers qui sont hyper raides. Alors malheureusement maintenant, on peut plus monter sur les pyramides parce que d'une part, ça dégradait un petit peu les pierres, et puis ils ont profité du Covid et puis etc. Il n'y a plus trop la possibilité de monter. Voilà, donc c'est quand même impressionnant parce qu'il y a ces petites constructions à degrés avec des escaliers un peu partout. Je sais pas pourquoi c'est tout saccadé comme ça. Donc la pyramide de la Lune. Un touriste. Puis derrière, il y a des habitations, il y a des zones qu'on a visitées aussi. Et une grande allée qui amène sur la gauche à la pyramide du Soleil. Et derrière, tout au fond, un grand forum avec un palais. Donc ça vous donne un peu la dimension du site qui est vraiment impressionnant. Et donc on a visité les habitations qui étaient sur le côté, qui sont vraiment magnifiques, alors qui probablement étaient des habitations de nobles, enfin de la hiérarchie du peuple concerné. Alors, beaucoup de bas-reliefs, de fresques peintes avec la couleur rouge qui vient de l'hématite, qui est un minéral rouge. Ouais, il y a vraiment des choses qui sont conservées. Donc ça, c'est des choses qui ont 1500 ans à peu près. Hein. La grande pyramide du Soleil, alors qui elle fait 65 mètres de haut, donc ça commence à être un peu imposant, et surtout qui a 220 mètres de base. Donc vous vous rendez compte un peu de la quantité de matière que ça représente. Et la plupart des sites précolombiens ont été construits, donc les pyramides ont été construites sur des sortes de tumulus, enfin ils assemblaient en fait de la terre et ensuite qui paraît par des pierres, mais néanmoins il y a des pyramides où il y a des salles, il y a des tunnels, il y a des choses à voir à l'intérieur. Donc aujourd'hui qui sont réservées aux archéologues. Alors un truc marrant, c'est que si vous observez le profil de la pyramide, donc à degrés, et puis que vous regardez la montagne qui est derrière, il y a un petit air de famille. Donc est-ce que ça a servi d'inspiration ? Voilà, donc un autre point de vue de la pyramide du Soleil. Si vous regardez bien, il y a une personne qui est au-dessus, là, c'est un garde qui passe la journée là-haut pour vérifier qu'il n'y a personne, il n'y a pas un touriste qui monte. Mais bon, ça vous donne un peu
la perspective, c'est vraiment très très grand, quoi. Alors ensuite, on est allé voir la pyramide de Cholula. Alors, très originale. Et quand on arrive sur le site, on voit ça. On dit, tiens, il y a une église sur une colline. On dit, bah non, en fait, c'est une pyramide. Et c'est les conquistadors qui ont construit l'église au sommet. Et j'ai trouvé alors, c'est considéré comme étant l'une des plus grandes pyramides au monde en termes de volume. Ouais. Et donc j'ai trouvé une représentation, parce qu'en fait elle n'est pas très haute, mais elle est surtout extrêmement vaste. Et en fait la ville, le village qui est autour, est construit sur les flancs de la pyramide. Et donc quand on se promène, il y a des endroits où ils ont dégagé certaines parties de la pyramide, donc on voit bien qu'il y a des structures, il y a des escaliers classiques des pyramides. Voilà, donc, vu de loin, ça a l'air d'une colline, quoi, hein, et ça, c'est vraiment typique. La plupart des monuments étaient recouverts de végétation. Donc, en fait, on visite surtout l'église, quoi. Et c'est étonnant de voir à quelle vitesse ça se recouvre à l'étage. Alors, dans l'espace de quelques siècles, nous avons pu les mettre. Mais même en l'espace de quelques dizaines d'années. Hein. Bah oui, ça, Sahara est ici, et là-bas, je vois. C'est une zone tropicale, donc la végétation, elle pousse à toute vitesse. Et ils nous ont dit que même pendant le Covid, là, quand les monuments étaient laissés un petit peu vides, et ben, ils se sont rendus compte que la végétation reprenait sa place assez vite. Quoi. La végétation, une fois qu'elle a pris, c'est alimentaire, c'est du minéral. Si, parce que les feuilles se déposent, ça devient de l'humus, et puis il y a de la poussière aussi, le vent apporte du sable, enfin, ça peut aller assez vite, quoi. Alors ensuite, on a visité le site de Monte Alban, qui est vraiment superbe. Donc là, on se déplace progressivement vers l'est du Mexique. Donc on était dans l'état de Puebla juste avant, et puis là, on arrive dans l'état de Oaxaca. Et on arrive sur une grande esplanade qui est située à 2000 mètres d'altitude, qui domine toute la vallée environnante, et qui est où on voit au loin des montagnes qui font 3500, 4000 mètres de haut. Alors c'est un site qui est extrêmement sec, parce que c'est en altitude, il fait chaud. Et donc cette immense esplanade, qui fait à peu près 350 mètres de long sur 160 mètres de large, je crois, 150 mètres de large, ça servait évidemment aux cérémonies, aux rassemblements, au commerce, etc. Mais aussi, ils se sont rendus compte que c'était une citerne. C'est-à-dire que en dessous, il y a un vide, un peu comme un vide sanitaire qui fait à peu près 1 mètre de haut, et puis il y a tout un système de collecte de l'eau de pluie, parce que comme ils sont en altitude, il y avait des problématiques d'accès à l'eau, comme tous les sites mayas d'ailleurs, hein, tous les sites précolombiens, ils sont installés à l'endroit où il y avait de l'eau, bon, ça se comprend. Hein. Et donc là, quand on est sur une petite montagne en altitude, bah, c'est compliqué d'avoir de l'eau, et donc ils ont inventé un moyen de collecter l'eau de pluie et de la conserver dans des citernes à l'abri de l'évaporation. Et donc avec une grande plateforme comme ça, on peut collecter des milliers de litres d'eau et les conserver pendant des mois. Donc il y a pas mal de monuments, de pyramides, de palais, etc. Avec une végétation plutôt sympa, là, des petits cactus. Donc ça a été bien restauré, dégagé. Ils travaillent encore dessus. Hein. Le petit groupe là qu'on voit sur la gauche, c'est des archéologues. Alors c'est le premier endroit où on a pu voir un terrain de pelote. Vous avez peut-être entendu parler du jeu de la balle mexicain, enfin maya surtout. Qui se faisait sur des terrains qui étaient en forme de double T. Hein, donc on voit, ça fait un T et puis un autre T dans l'autre sens.
Et ça renvoie à la symbolique de la cosmogonie maya, où c'était une espèce de croix avec les 4 éléments. Il y avait la Lune, le Soleil, Vénus et la Terre, je crois, si je me souviens bien. Et donc, c'était pas qu'une histoire de jeu, c'était une cérémonie où ils devaient envoyer une balle en caoutchouc dans des anneaux, sans toucher avec les mains. C'était plutôt les coudes, la hanche, etc. Et c'était pas un problème de jeu sportif, c'était surtout une façon de célébrer les mouvements des planètes. Donc les joueurs avaient joué le rôle quelque part des planètes, et il y avait toute une chorégraphie qui rappelait... alors, c'est pas complètement élucidé, alors, je sais pas si tu sais plus d'infos là-dessus, mais je pense que les archéologues sont pas forcément très sûrs des différentes théories. Alors ça se pratique encore, hein. Il y a des villages qui font des jeux comme ça de pelote. Mais on en trouve dans plein d'endroits sur les sites précolombiens. Et ça avait vraiment un rôle majeur dans la structuration de la société de ces peuples-là. Alors il y a un endroit dans le site de Monte Alban qui est assez intéressant. Il y a des stèles avec des gravures de personnages. Et voilà, des personnages qui ont l'air parfois un peu bizarres, un peu dans des positions étonnantes. Et quand on regarde, on voit par exemple à gauche comme une représentation des entrailles de la personne. Au milieu, ça symbolise plus ou moins une personne enceinte. À droite, c'est une personne au visage déformé. Et donc, ils nous ont expliqué que c'était une sorte d'encyclopédie médicale à ciel ouvert. Et notamment pour tout ce qui est personnages difformes, on pense qu'il y avait beaucoup enfin, il n'y avait pas une diversité génétique, c'est-à-dire qu'ils se reproduisaient un peu ensemble, et donc ils avaient pas mal de déformations. Et c'était peut-être une façon d'expliquer qu'il fallait éviter ça. Enfin, voilà, bon, ça, c'est au niveau des hypothèses, mais bon, c'est intéressant à voir. Alors, on continue notre périple vers l'est, et on arrive dans l'état du Chiapas. Alors, l'état du Chiapas, c'est intéressant parce que c'est un état assez rural, qui est connu depuis longtemps comme étant un peu rebelle aux autorités centrales du Mexique. Il y a un endroit pour aller de San Cristobal à Palenque. On devait passer dans des routes de montagne, passer à travers pas mal de villages. Et donc, il a fallu qu'on parte à 4h30 du matin pour essayer de traverser la zone avant que les villageois fassent des barrages sur la route pour racketter les gens. Donc, c'est une sorte de péage. Donc, on s'est juste fait arrêter 2 fois sur la fin, vers 9h30. Et bon, le chauffeur a laissé quelques billets, mais c'est une zone, il y a quelques années, où il y avait des combats armés. Donc, Palenque, qui est au Chiapas, c'est un site maya. Donc, on est vraiment à la limite avec le Yucatan. Et puis, donc, c'est un site qui est vraiment superbe, qui a été vraiment bien dégagé avec un beau parc. Donc là, on a une vue d'un truc qu'ils appellent le Palace. Un palais. Il y a une belle pyramide qui s'appelle le Temple des Inscriptions, parce qu'ils ont retrouvé dans le petit bâtiment qui est au-dessus tout un ensemble d'inscriptions qui décrivaient justement les relations un peu politiques entre le site de Palenque et les sites environnants du Yucatan, du Guatemala et Teotihuacan. Ouais, notre vue.
Alors, vous voyez la colline qui est recouverte de forêt vierge derrière, ben, c'est une pyramide, mais qui n'a pas encore été dégagée. Et ce site-là, en fait, il y a juste 10% qui a été dégagé, et tout autour, c'est la jungle. Et ils nous ont expliqué que justement, ils voulaient ne pas dégager l'ensemble du site, parce qu'il y a une biodiversité extrêmement importante. Ils ont repéré des jaguars dans la forêt à proximité. Il y a des espèces d'oiseaux, enfin, il y a vraiment une grosse diversité de faune et de flore. Donc c'est une politique assumée du gouvernement de ne pas tout dégager, de conserver ça pour les générations futures. Il y a déjà suffisamment de choses à visiter. Hein. Alors là, c'est un site où on peut quand même monter sur certaines des pyramides. Donc, par exemple celle-ci. Donc toujours pareil, on voit qu'il y a plein de degrés. Alors ça n'a pas l'air comme ça sur la photo, mais c'est assez haut. Et c'est assez pentu. Donc il y a beaucoup de gens qui descendent sur les fesses parce que c'est impressionnant. Puis quand on est au-dessus, on a une vue sympa sur le reste des pyramides. Donc là, en l'occurrence à gauche, là c'est une pyramide qui s'appelle le Temple du Soleil. Donc, voilà, ça s'invente pas. Donc, voilà une vue de la zone qu'on visite par rapport à la zone qui a été repérée. Il y a encore plein d'endroits, y compris des monuments majeurs, hein, des pyramides, des palais qui sont encore sous la végétation. On arrive bientôt au bout du Yucatan et on s'est arrêté au site de Uxmal. Uxmal qui signifie reconstruit 3 fois, c'est-à-dire que c'est un site qui a subi un âge d'or, une chute, une repopulation, etc. Et c'est un site qui est assez impressionnant, avec notamment une pyramide, là cette fois, qui a une base ovale, qui s'appelle la pyramide du Devin. Et on retrouve le grand escalier pentu d'un côté, il y a un immense escalier monumental de l'autre côté. Ça, c'est la première chose qu'on voit en arrivant sur le site, hein, c'est cette pyramide. Et donc, vue de profil, alors c'était des escaliers qui n'étaient pas destinés à être empruntés par la population, c'était plus quelque chose de symbolique qui était, c'est le symbole d'élévation vers le lieu du culte. Et tout l'environnement, donc il y a plein derrière il y a des palais, des cours, différents sites qui seraient trop longs de détailler ici, mais il y a des structures architecturales qui sont assez intéressantes, là, comme le toit en triangle. Et il y a surtout beaucoup de bas-reliefs. Il y a des bas-reliefs et en fait, c'est tous des têtes d'un dieu qui s'appelle Chak, qu'on retrouve beaucoup dans les sites mayas. Donc les pièces là, c'était des habitations. Donc c'est une grande cour carrée qui est entourée de bâtiments que les Espagnols ont tapé le cloître, parce que ça rappelle les cloîtres chrétiens, catholiques. Alors à chaque fois qu'on visite un site comme ça, il y a de la faune, hein, c'est-à-dire qu'on voit des beaux oiseaux, les quetzalcoatl, les oiseaux à plumes, là, un peu comme des oiseaux de paradis. On voit des iguanes, plein d'iguanes, dont certains sont assez gros. Voilà, donc c'est vraiment un superbe site, avec une très belle végétation aussi. C'est des constructions qui sont faites à l'aide de ciment. Oui. C'est marrant de savoir la composition de ce ciment comparée par rapport à ce que les Romains avaient de leur côté. Oui, c'est une sorte de béton. C'est impressionnant quand même. Ouais. Ben, les Égyptiens aussi en avaient des ciments comme ça.
Après, ça dépend beaucoup aussi des ressources naturelles qu'ils avaient. Non, ça dépend moins. Alors d'ailleurs, c'est un problème, et c'est ce qui a souvent... on pense que c'est ce qui a précipité la chute de certains sites, parce que pour faire du ciment, la chaux, il faut chauffer l'argile, d'autres composés, et donc il y a eu une déforestation assez intense autour des grands sites comme ça. Et c'est pour ça que certains peuples, certains sites ont décidé à certains moments d'aller fonder un autre site ailleurs, et puis le site est tombé à l'abandon. Ou alors ça a carrément provoqué une chute économique, et puis c'est parti en débandade complet. Ils ont fait du biocarburant avec leur champ alimentaire et ils sont morts. La suspension. Alors, dernier site précolombien qu'on a vu, c'est Chichen Itza, qui est le plus connu dans le monde. C'est vraiment le site majeur précolombien. Autant Teotihuacan a eu une importance politique et stratégique dans les peuples précolombiens, Chichen Itza, c'est vraiment l'apogée de la construction maya. Et c'est aussi ce qui a nourri tous les fantasmes de sacrifices. Parce que c'est effectivement un endroit où il y a eu des sacrifices qui n'était pas le cas des autres sites. Et donc la fameuse pyramide de Kukulkan, qui a été dressée en l'honneur du serpent à plumes, le Quetzalcoatl, qui a une architecture, il y a un équilibre dans cette pyramide qui est assez intéressant. Et j'avais déjà visité le site en 2003 à l'époque, et à cette époque-là on pouvait monter à pied, donc j'étais monté au sommet. Aujourd'hui c'est interdit. Voilà, donc c'est au milieu d'une grande esplanade assez dégagée. Donc vous avez vu depuis tout à l'heure, hein, il n'y a que du ciel bleu. Là, quand on a visité le site, il faisait 35-36 degrés. Donc voilà. Et puis il y a des endroits où il y a de l'ombre, mais enfin, on était un peu HS le soir. Et donc sur l'escalier côté est, vous avez 2 têtes de serpent. Et ça donne lieu à une cérémonie très particulière au moment de l'équinoxe. Parce que vous avez vu que c'est une pyramide à degrés, qui est en fait pas orientée selon les points cardinaux, mais au contraire à 45 degrés. Ce qui fait que quand le soleil se couche exactement à l'ouest au moment de l'équinoxe, ça arrive de biais, l'arête en degrés forme une ombre en escalier, qui tombe sur le bord, le parapet de l'escalier, qui forme en fait un serpent qui ondule, et la tête du serpent est éclairée. Et ça se produit au moment de l'équinoxe, et c'est l'occasion d'une grosse manifestation. Il y a des milliers de personnes qui viennent assister à ça. Donc voilà, c'est un autre rappel du lien entre les Mayas et puis l'astronomie, parce que il fallait connaître les alignements, etc. Alors un autre endroit qui est emblématique du site, c'est le jeu de pelote. C'est le plus grand terrain de jeu de balle d'Amérique du Sud. Il fait 160 mètres de long, je crois. Je sais plus. Et de chaque côté, il y a des grands murs qui sont légèrement incurvés vers l'intérieur et qui ont une propriété acoustique qui est absolument hallucinante. Quand on se met au centre de la cour et qu'on tape dans les mains, en fait, il y a un écho qui rebondit 7 fois. Et ça fait comme une mitraillette. Et c'est pas un hasard. C'est une autre démonstration de la science des Mayas en lien avec l'architecture. Et donc c'est assez étonnant. Et vous voyez sur le côté là, on a des anneaux. Donc c'est les fameux anneaux où ils devaient envoyer la balle.
Ouais, on retrouve les symboles de serpents un peu partout. Et on retrouve aussi les petites plateformes avec les escaliers. Et là, pour le coup, il y a des bas-reliefs qui sont absolument magnifiques, qui montrent des scènes, alors soit des scènes de guerre, soit des scènes de cérémonie, avec les symboles, donc l'aigle, le jaguar, etc. Enfin, pour celui qui a envie de regarder les détails, il y a de quoi passer 2 jours. Hein. Un peu plus loin, il y a un grand temple qui s'appelle le temple des guerriers jaguars, qu'on appelle aussi le temple des 1000 colonnes. Alors ça, c'est une sorte de caserne militaire, paraît-il. Donc en fait, au départ, au-dessus des colonnes, il y avait des madriers et puis un toit qui permettait d'habiter en dessous, quoi. Et des très belles sculptures et des choses assez étonnantes. Là, vous voyez, des trucs en angle, on se demande comment ça tient. Donc on peut très bien visiter le site et puis regarder les monuments de loin, mais quand on s'intéresse un petit peu aux statues, aux bas-reliefs et à l'architecture, c'est vraiment passionnant, quoi. Voilà, puis il y en a encore un peu partout, et donc celui-là, c'est un lieu particulier qu'on appelle le caracol, c'est-à-dire l'escargot pour la forme. Et on dit que on appelle ça aussi l'observatoire, et on dit que c'est l'endroit où les astronomes mayas habitaient. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais on dit aussi que les astronomes mayas passaient la journée enfermés dans le noir pour conserver leur acuité à voir dans le noir, c'est-à-dire qu'ils sortaient qu'au moment de la nuit pour observer les planètes et les étoiles. Et puis un autre point important, c'est qu'il y a des cénotes dans tout le Yucatan qui sont des trous d'eau douce. En fait, il y a tout un réseau de connexions d'eau douce sous le territoire. Et ces grands cénotes ont été le lieu de cérémonies, de sacrifices. On a retrouvé des squelettes, on a retrouvé des trucs en or, enfin voilà. Et on a découvert assez récemment que sous la grande pyramide de Kukulkan, il y avait un cénote. C'est-à-dire que la pyramide a été construite sur un point d'eau. Il y a une salle qui devait être une salle de cérémonie. Donc c'est pour renforcer l'idée que c'était super important pour les Mayas d'avoir ces accès à l'eau, quoi. Pour vivre, évidemment, pour l'agriculture, mais également pour les cérémonies. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie sur les sites, principalement précolombiens, mais pas que. J'ai pas tout mis. Et puis donc maintenant j'ai sélectionné quelques éléments qui sont plus liés avec la culture, l'artisanat, la gastronomie, etc. Qui sont aussi intéressantes quand on fait un voyage. Donc on a visité parmi notre petit parcours des villes, hein, donc notamment Puebla qui est pas très loin de Mexico, qui est une ville très importante, qui est une ville universitaire, qui est une ville industrielle. Il y a Volkswagen, il y a plein de constructeurs automobiles autour. Et du coup c'est une ville qui est très riche. Et il y a une grosse université. Et puis ça se sent dans la ville. Hein, il y a des terrasses avec des cafés, des restaurants. Ils illuminent la ville en couleur le soir, c'est assez étonnant. C'est sympa. Et notre hôtel, qui était un hôtel ancien, qui était construit qui était en fait un ancien monastère, il y avait une terrasse sur le toit de l'hôtel et on était juste à côté de la basilique. Et on fait une petite photo, non, ça c'est mon collègue, avec le croissant de lune. Il devait y avoir 2 jours là. Et alors je vous ai parlé de Thierry Legault, là, qui est le fameux spécialiste qui fait des photos incroyables. Il nous a sorti au même endroit une photo d'anthologie avec le volcan Popocatépetl qui culmine à 5400 mètres, où on voit le panache de fumée.
Voilà, donc une photo dans l'anthologie. Et puis il en a refait une un peu plus tard avec la Lune et Vénus à côté. Bon, on a vu, il y a pas mal de petites cités comme Mérida, comme Campeche, etc., qui sont intéressantes à voir, qui sont sympas à visiter avec des commerces et l'artisanat, qui sont culturellement actives aussi. Campeche, qui est la ville des couleurs, qui est en cours de restauration, qui est absolument magnifique. Ouais. Et apparemment, il y avait une sorte de tradition qui, en fonction de la couleur et de l'éclat de la façade, imposait un statut social. On est allé voir un des plus gros arbres du Mexique, hein, qui est à Santa Maria del Tule, qui a 14 mètres de diamètre, qui est une sorte de gros cyprès, et il aurait 2000 ans. Ils ne sont pas amusés à couper là pour compter le nombre d'anneaux, mais... Alors des arbres comme ça, c'est pas facile à photographier, parce qu'il faut un peu de recul, mais en même temps, il faut voir le détail. Enfin... Ouais. Alors évidemment, il y a toutes sortes de cactus au Mexique, et notamment celui-là, cette variété-là, qui s'appelle le nopal, qui est fondamental pour le Mexique, qui figure sur le drapeau mexicain, et qui a servi à nourrir aussi beaucoup de peuples depuis l'origine des temps. Donc tout est comestible dedans, et ça sert de réserve d'eau, ça sert aussi à faire... il y a des fibres qu'on peut utiliser pour faire des tissus, etc. Et aussi les fruits. Les fruits. Ah, les fruits, oui. Oui, ça ressemble un peu à un figuier de Barbarie, quoi. Oui, on en a mangé. C'est pas mal. Ouais. Alors, il y a les fameux cactus chandeliers, et donc on s'est arrêté à côté de celui-ci qui est dans la montagne et dont on dit que c'est le plus vieux du Mexique. Il aurait aussi 2000 ans. Il faut savoir que ça pousse comme un chandelier, enfin comme une colonne unique, et a priori ça commence à faire des branches au bout de 10 ans. Donc il faut 10 ans pour que ça fasse une branche. Donc vous imaginez le temps qu'il a fallu pour ça, quoi. Donc c'est un monument historique, il est protégé. Enfin. Il y a le fameux agave bleu qui sert à faire la tequila et puis le mezcal qu'on verra après. Donc des agaves, il y en a de toutes sortes. Donc on est passé à côté de tequila en allant à Mazatlan. Et les premiers jours, on en parlait beaucoup, mais on goûtait pas beaucoup. Voilà, des agaves, il y en a des plus ou moins grands, etc. Donc certains sont utilisés pour la tequila, certains sont utilisés pour d'autres choses, ou pour le mezcal, et le pulque aussi, qui est un jus fermenté. Voilà, donc il y a vraiment, pour ceux qui aiment les cactus, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de variétés. Voilà, on s'est arrêté aussi dans le Chiapas à un endroit qui s'appelle Agua Azul, qui est en fait une chute d'eau qui est bleu turquoise comme ça, qui est d'autant plus bleu qu'il fait beau. Alors on a eu la chance d'y aller un jour où il faisait vraiment très très beau. Quand c'est gris, c'est un peu plus atténué. Mais donc c'est toute une succession de cascades et de bassins qui sont d'une couleur vraiment incroyable, quoi. Et c'est naturel, c'est pas boosté, hein, j'ai pas fait Photoshop. Voilà, donc c'est vraiment des couleurs naturelles. Il y a des petites plateformes, il y a des petits ponts. Il y a aussi le son des cascades, c'est sympa aussi.
Puis il y a des endroits où on peut se baigner. Donc on s'est baigné, l'eau était très bonne. Voilà, et puis un peu plus loin, on s'est arrêté au canyon de Sumidero, qui est alors c'est un canyon naturel évidemment, mais sur lequel un barrage a été mis pour faire de la production d'électricité. Donc en fait, le canyon est rempli d'eau assez haut, mais c'est impressionnant. Donc on fait des promenades en bateau, et c'est impressionnant parce qu'il y a des endroits, il y a 1000 mètres d'à pic de falaise. Je me suis amusé à faire un petit accéléré lors du retour. Donc à l'aller, on s'arrêtait à différents endroits pour voir des animaux, des endroits particuliers. Donc on voit quand même la hauteur, c'est un peu comme les gorges du Verdon, où il y a jusqu'à 900 mètres d'à pic. Alors par contre là, il n'y a pas d'alpinisme parce que la pierre est très friable. Mais il y a des endroits où on voit des animaux, donc on s'est arrêté des endroits. Donc là, c'est un singe araignée. Il y en a plein sur les falaises, sur les arbres. Puis visiblement, ils ont l'habitude des touristes. Ils nous regardent passer d'un air blasé. Il y a des crocodiles. Donc on en a vu quelques-uns qui étaient à moitié immergés, puis d'autres qui étaient sur les berges. Donc il y en a qui atteignent 4 à 5 mètres quand même. Donc, il y a surtout énormément d'oiseaux magnifiques. Il y a des vautours. C'est un échassier, alors je suis pas assez spécialiste pour dire quelle marque c'est, mais... Et puis, ils nous ont arrêté à un endroit où il y avait une faille, puis en fait, il y avait une petite chouette qui était planquée dans l'ombre. Voilà, donc c'est un petit détour sympa. On a fait aussi pas mal de visites chez l'habitant pour soit voir de l'artisanat, soit déjeuner. Donc là, en l'occurrence, c'était atelier préparation de tortilla avec la farine de maïs. Donc il y a 4 couleurs de maïs qui sont assez emblématiques au Mexique, mais en réalité, il y a 34 variétés de maïs endémiques. Je parle pas des variétés OGM, mais et donc ces 4 couleurs sont associées aux 4 éléments dont je parlais sur l'espèce de croix maya. On a visité une chocolaterie. Et c'est intéressant parce que c'est un endroit où ils ont des broyeurs. Et les gens viennent et puis demandent un mélange spécifique. Donc ils choisissent leur fève de cacao, ils choisissent les épices avec ou sans sucre, etc. Puis ils ont la préparation minute, ils ont leurs pâtes. Donc on en a goûté plusieurs, c'est assez sympa. Puis ils vendent le mole, qui est en fait une sauce à base de cacao qu'on utilise beaucoup dans la cuisine. Tu dois bien connaître ça. Nous utilisons ça principalement pour les fêtes, pour les célébrations. Et ça, c'est délicieux avec le poulet. Ouais. Voilà, on est allé visiter une exploitation familiale qui élève des moutons, qui récupère la laine, qui carde et qui file la laine, qui teinte avec des éléments naturels, donc notamment la cochenille du nopal, là, qui est le cactus. Et quand ils écrasent la cochenille, ça fait une couleur rouge. Puis ils nous ont montré, quand on met la couleur rouge sur la main, après ils mettent un jus de citron, ça tourne au vert. Ils rajoutent un peu d'argile, ça fait du orangé. Enfin, voilà, ils nous ont fait toute la palette, simplement avec des éléments naturels. Ils utilisent aussi des fibres, un peu comme le sisal, qui est une fibre qui vient d'une sorte d'agave. Et donc ils font la teinture eux-mêmes, ils font leur fil. Alors ils utilisent les couleurs les plus intenses, là c'est des couleurs minérales, c'est pas que de la couleur naturelle. Ils ont des métiers à tisser, et ils produisent des étoffes et des tapis.
Là, ils font vraiment... Alors, c'est au milieu de nulle part dans un petit village qui est dans un endroit aride. Alors, ça paraît étonnant. Déjà, quand on voit la salle avec l'expo, on s'aperçoit qu'il y a quand même du travail d'abattu. Et puis, en fait, ils prennent la carte bleue, ils expédient par DHL. Il y a plusieurs endroits comme ça où on s'est rendu compte que les gens avaient assimilé l'activité touristique et savaient l'utiliser, quoi. Et du coup, on a ramené un joli petit tapis qui nous avait tapé dans l'œil. Du coup, qu'on a suspendu au mur. On a visité une fabrique de chapeaux, donc du type Panama, mais le Panama c'est fait avec de la paille, et ça c'est fait avec du sisal, qui est une fibre beaucoup plus souple. Le sisal c'est issu d'une variété d'agave, c'est le truc avec les piquants là. Quand on déchire la feuille, on arrive à sortir des fibres, et ils nous ont expliqué que il la sépare dans le sens de la longueur, et selon le nombre de séparations, ça fait des qualités plus ou moins importantes, et donc ils ont des chapeaux qui sont extrêmement fins, et donc tout tissé, tout assemblé à la main comme ça allait à toute vitesse. La fille nous expliquait qu'elle faisait ça depuis l'âge de 6 ans. Et là, on est dans une espèce de trou, comme une grotte qu'ils ont fait dans leur jardin, qui a une humidité qui permet d'avoir la souplesse des fibres. Parce que s'ils faisaient ça dans la maison, avec la chaleur qu'il fait, ça serait plus cassant, quoi. Et puis ils ont des formes avec des modèles qui datent d'il y a presque un siècle, où ils ont un système de chauffage à gaz, et puis donc ils pressent le chapeau pour lui donner la forme. Donc ils ont plein de modèles qui sont par terre, là. Donc on a ramené des chapeaux. On a visité des marchés. Comme dans beaucoup de pays, les marchés sont superbes et ils ont le sens de la mise en scène. Donc ça permet de découvrir aussi les produits que les gens utilisent tous les jours. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît moins. Ça c'est bon, là c'est pas réfrigéré. Des petits piments, des piments séchés, donc qui sont plus ou moins forts. Il y en a qui sont pas forts du tout, ça dépend. Ils vendent beaucoup de cierges aussi, parce qu'ils sont la plupart de la population est très croyante. Alors ça c'est un peu étonnant. En fait, c'est directement de la fourrure de mouton, et qui sert à faire des jupes pour certaines tribus. Alors je sais plus si c'est les Mayas ou si c'est une autre tribu, mais et effectivement en ville, on voit certaines filles porter ces jupes-là, donc il faisait 34 degrés là. Mais voilà, c'est un habit traditionnel. Alors j'ai pas mentionné, mais je pense qu'on a l'habitude de penser que les Mayas ont disparu. Et non, les Mayas n'ont pas disparu. Les sites et les cités ont été abandonnés, etc. Mais la population s'est répartie, etc. Et aujourd'hui, il y a encore des millions de Mexicains qui sont d'ethnie Maya, et qui sont directement issus des Mayas de la grande époque, quoi. Donc, de même qu'il y a d'autres, il y a des Zapotèques, etc., qui existent encore. La langue, et il y a énormément de dialectes. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est qu'il n'y a pas de langue officielle au Mexique. Évidemment, la langue la plus parlée, c'est l'espagnol, mais il y a du maya, il y a du zapotèque, il y a une trentaine de dialectes locaux. 68. Ouais. Celle-là, je sais plus si c'est Oaxaca ou je sais plus. Je peux essayer de retrouver, mais ouais.
voilà, je parlais des apothèques. On a fait un déjeuner chez une famille zapothèque qui est une sorte de restaurant qui nous a fait goûter des spécialités non seulement locales, mais de son ethnie. Et c'est un endroit où on fait beaucoup de poterie d'argile noire. Et au mur, c'était intéressant, il y a plein de céramiques qui représentent le soleil et la lune. On voit bien, mais en fait, il y a les deux qui font imbriqués. Et on a trouvé ça sympa pour un groupe de chasseurs d'éclipses. On a fait des ateliers préparation de guacamole. On a fait de la dégustation de tequila. Alors, de la tequila, on a peut-être des souvenirs d'étudiants où on prenait des tequila boum boum, là. Mais en fait, la tequila, il y a tous les grades. Et il y a des tequilas de très grande qualité qui sont vieillis en fût de chêne et qui sont à l'égal des grands cognacs et qui coûtent la peau des fesses aussi. Hein. Enfin, donc il y a vraiment de tout. Ça c'était une tequila de toute bonne qualité. Et typiquement, on la déguste avec du sel et du jus de citron vert pour faire ressortir les saveurs en fait. On a visité une distillerie de mezcal. Alors mezcal, c'est fait aussi à partir d'agave. Ça ressemble à tequila, mais c'est un goût assez différent. En fait, l'agave, on coupe les feuilles, on se retrouve avec une espèce de gros ananas qui fait 50-60 cm de haut, qu'on va mettre dans un trou comme ça, sur des cendres. On va recouvrir de feuilles de bananier, je crois, je sais plus, je sais plus ce que c'est comme feuille, et on laisse mijoter pendant des heures à l'étouffer, et ça va concentrer le jus qui est naturellement présent dans l'agave et qui est sucré, et donc on obtient en fait des choses comme ça qui sont très spongieuses, et si on appuie à la main, il y a du jus un peu sirupeux qui tombe. Donc on presse ces feuilles qui ont été mijotées, on récupère le jus et qu'on distille ensuite pour faire du mezcal. Et comme ça a été cuit dans un feu de bois, en fait, c'est extrêmement fumé comme goût, et ça ressemble à certains whisky, en fait. Donc, je pense que les amateurs de whisky peuvent apprécier le mezcal. Et la particularité, c'est que dans certaines bouteilles, on met un verre de farine ou des aromates, ou parfois on met même un crotale, un serpent. Ça donne du goût. Donc on a dégusté différentes sortes qui sont plus ou moins âgées, plus ou moins parfumées, etc. C'est une spécialité intéressante aussi. Voilà, puis au final, quand on a fini à Cancun dans un resort au bord de la mer des Caraïbes. Alors malheureusement, on n'a pas profité beaucoup parce que le lendemain matin à 10h, on partait à l'aéroport. Donc ça a été un voyage quand même assez intense, avec des fois des journées, on partait tôt le matin, on rentrait tard le soir. Mais franchement, ça valait le coup. Et puis quelque part, pour moi, ça clôt un cycle de 3 éclipses que je suis allé voir sur le continent américain. Donc il y a celle qui part en diagonale, donc c'était celle du 8 avril qu'on a vue à Mazatlan. Et en 2017, celle qui passe en travers comme ça, j'étais allé la voir dans le parc du Grand Teton, dans le Wyoming, juste en dessous du parc Yellowstone, où on avait fait aussi des visites superbes. Et pour ceux qui étaient là, j'avais fait une présentation à l'époque. On a encore la vidéo, donc si ça intéresse quelqu'un. Et puis en
en octobre dernier, là, donc l'éclipse annulaire que j'étais allé voir au Texas, entre Houston, Corpus Christi et San Antonio. Donc les Américains ont été gâtés quand même en termes d'éclipse, parce que s'il faut attendre que ça vienne en France, je crois que c'est 2082 la prochaine. Alors, néanmoins, en 2026, il y en a une qui commence au Groenland, qui passe au large de l'Islande, qui fait toute l'Atlantique et qui aboutit sur l'Espagne. Alors, qui aboutit à la fin, c'est vraiment la fin de l'éclipse. Ça veut dire que l'éclipse va se dérouler au coucher de soleil. Le soleil sera à peu près à 10 degrés. Ça va être compliqué pour aller la voir. Mais bon, c'est pas très loin, donc ça se tente. Hein? Et ça passe sur Palma. Alors ça sera vraiment, je pense, faut un horizon complètement dégagé, pas de brume, etc. Et puis sinon, 2027... Allez. 2027, ça va tangenter donc le nord du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, bon, un peu la Libye, mais bon, c'est pas trop. Et puis ensuite, ça va Arabie Saoudite, Yémen, et ça finit en Somalie. Alors, c'est quand même des endroits compliqués, surtout au mois d'août, si on se tape 50 degrés en plein désert. Mais, alors, la caractéristique, c'est que c'est une des plus longues éclipses possibles, 6 minutes 22. Donc, on va regarder ça avec intérêt. Il y a la possibilité éventuellement d'aller au sud de l'Espagne, puisque du côté de Tarifa, Gibraltar, il y aura la possibilité de la voir, mais plus on s'éloigne de la ligne centrale bleue, moins la durée est longue, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite de la zone, sur la ligne rouge, c'est instantané, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas d'éclipse. Donc voilà les possibles prochains voyages. Alors, ouais, en Tunisie, donc ça passe un peu au sud de Djerba, un petit peu au nord de Tataouine. C'est des zones qui sont pour l'instant facilement accessibles. Donc voilà. Merci. Ça va, j'ai pas dit trop de conneries sur le Mexique. Je te remercie pour avoir montré cette présentation pour tous les types de digitation, avec beaucoup de détails. Il y a tellement de choses que c'est difficile de se souvenir de tout. Tu as mentionné quand plein de détails. Et aussi les chronogrammes des civilisations avant les Espagnols. Et donc, ça a été et toute la présentation des différents sites d'actualité. Alors, j'ai pas parlé des périodes plus récentes, et notamment parce que le Mexique a été indépendant il y a longtemps, il y a eu pas mal de guerres avec les États-Unis, avec Zapata, etc. Enfin, il y a une histoire qui est assez intéressante et assez compliquée aussi dans l'histoire récente. Mais bon, ça aurait fait trop, quoi. Voilà. Du côté de Mexico. Bon, voilà, bon appétit. Merci.